On va partir du côté de la tech européenne avec des bonnes nouvelles. Alors, dans le monde de la tech, là, et des marchés, on est tous braqués ce soir sur les résultats de Nvidia. Mais en attendant, en Europe, ça bouge aussi. On va parler notamment du rapport Atomico qui a recensé 28 nouvelles licornes cette année en Europe. C'est 2 fois plus qu'en 2024, Christian Parizeau. Et puis ce chiffre génial, 27 700 entrepreneurs ont lancé des startups en Europe cette année. Là aussi, c'est un record. C'est en augmentation de 55% par rapport à l'année précédente. Est-ce qu'on a un réveil européen au niveau de la tech ? Non, mais je pense que c'est la deuxième phase de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la première phase, on l'a perdue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vouloir faire des puces hyper spécialisées pour l'IA, on rattrapera jamais Nvidia, on rattrapera jamais les Chinois. Ça, c'est mort. On n'a même pas tout le cycle de production qui est international, et on n'est même pas, l'Europe n'est pas dans ce modèle, à part peut-être dans les machines qui servent à faire aux fondeurs, mais globalement on a loupé la partie data center, construction des data centers. Alors on va en faire en Europe, parce qu'il y a une question de souveraineté des données, etc. Oui. Mais bon, on sait que c'est en partie. Après, il y a la partie modèle de l'IA. On voit qu'on a un champion français encore qui persiste, mais on sait que les modèles de l'IA, c'est pas non plus des entreprises qui vont se multiplier, parce que ce sont des modèles qui coûtent très cher, qu'on en aura quelques grands champions au niveau international, mais c'est pas là qu'est le moteur. Et il reste après, si vous croyez vraiment dans l'IA, l'impact de l'IA dans nos vies quotidiennes, dans les process de production, dans les gains de productivité des entreprises. Et là, par contre, l'Europe n'est pas plus en retard que les États-Unis, que la Chine. Et là, on a véritablement quelque chose qui peut se profiter. Regardez, le e-commerce, au début, c'était les Américains, Amazon. Oui. Mais on a vu qu'il y avait quand même la possibilité pour d'autres acteurs en France d'être sur le e-commerce quand même. Donc, je pense que là, on atteint la deuxième phase. Ça va être l'application de l'IA dans notre business. Alors, ça peut aller dans des choses qui ne seront pas visibles. Ça sera la voiture autonome. Alors, on peut dire on est peut-être en retard, mais on a quand même des avancées. On voit qu'il y a quelques startups qui progressent là-dessus. Ça peut être dans l'application, dans la maintenance industrielle. Ça se voit pas, c'est pas, vous parlez pas avec votre robot, mais ce sont des applications et des logiciels qui seront aujourd'hui. Et ça va être développé au niveau local, ça va être développé au niveau de l'Europe. Et la bonne nouvelle, je dirais, c'est qu'on a loupé le premier choc de l'IA pour les gains de productivité. On voit que maintenant la croissance américaine, c'est 50-60%, c'est les investissements dans l'intelligence artificielle. Ça, on a loupé. Par contre, on a peut-être la deuxième phase de l'intelligence artificielle. Et si l'intelligence artificielle augmente les gains de productivité, si en se diffusant, c'est vraiment quelque chose qui change notre façon de travailler et a un vrai impact sur la productivité, l'Europe ne sera pas exclue de cette deuxième révolution. Donc, il faut jouer le service, faut jouer le service IA et le développement de l'IA dans l'économie. Et je ne vois pas pourquoi l'Europe serait plus en retard ou plus en avance. On a des compétences au niveau des ingénieurs, on a des startups qui peuvent se créer, et donc c'est un vrai potentiel de croissance supplémentaire pour l'Europe, notamment pour une Europe qui vieillit. Ça arrive au bon moment. Bon, ça arrive, un peu d'optimisme. Merci Christian Parizeau, Ludovic de Sauté, puis Guillaume Dard. Je vais un peu casser l'optimisme. Désolé. Non. C'est les montagnes russes. Je suis d'accord sur les constats de Christian, et je trouve que le rapport Atomico, qui est un fonds de capital risque et qui a un rapport assez attendu annuellement pour là. Donc la bonne nouvelle, 28 nouvelles licornes, tatati tatata. Ce qui va bien en Europe, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on va dire qu'on a un terreau de création d'entreprises, de start-up, de chefs d'entreprise. En revanche, le rapport, il montre autre chose, c'est qu'on a des problèmes dès qu'on remonte dans la pyramide. C'est-à-dire que sur les logiques d'acquisition, d'introduction en bourse et de financement, alors là... Sur les sorties, c'est plus compliqué. On s'est fait décranter. Non, mais on s'est fait décranter. C'est-à-dire que c'est... Et on le voit encore quand on parle de Nvidia, qui a flirté fin octobre avec une capitalisation de 5 000 milliards de dollars. On est sur une échelle de valeur qui, aujourd'hui, en Europe, la difficulté, ça va être, on a tous les ingrédients pour faire pousser les tomates. Alors, la capacité à avoir le seul... La grande question de l'union des marchés de capitaux. Et ça, c'est la grande difficulté. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on a le terreau. La très mauvaise, c'est qu'on n'a pas le soleil qui va avec. Guillaume Dard. Oui, c'est Gulliver et les Lilliputes. Et on a changé, j'aime beaucoup le mot cranté, mais c'est un ordre de grandeur massif. Sur l'IA. Il y a, pour simplifier, et c'est ce que j'ai compris et lu,
il y a l'IA générative, c'est celle qu'on voit, qui est au fond une espèce de synthèse de la connaissance humaine en temps réel et en prenant en compte tout le passé, qui fait que ça vous synthétise merveilleusement. Si vous voulez demander les 4 sujets importants de la journée à traiter, l'IA va vous le faire très bien. Puis il y a l'autre notion sur l'IA prédictive, où là, on ne sait pas très bien si on va avoir des avancées rapides ou pas. Et enfin, troisièmement, il y a la confluence de l'IA et du robot, ou de l'IA et de la machine. C'est-à-dire de la vraie autonomisation, de tout d'un coup, qui est en train d'arriver. Quelque chose qui sera à côté de nous, qui sera intelligent et qui pourra faire physiquement les choses, que ce soit dans des usines, bien sûr, mais aussi dans les services, c'est-à-dire le robot pour s'occuper de tous les vieux japonais ou tous les vieux français. Et donc ça, c'est le basculement. Et là, si on est optimiste, on peut espérer qu'on ait une ou deux idées prodigieuses en Europe, mais très vite, on sera confronté à ce que Ludovic vient de dire, c'est-à-dire où est l'argent ? Parce que on a un peu de venture capital, on a un peu de private equity, on n'a pas de cotation des petites et moyennes entreprises, en France, notamment en France, l'argent s'en va. Donc d'ailleurs, tout le cycle du private equity, il s'arrête. C'est-à-dire qu'on est bon sur le early stage, mais on n'a pas de capital développement. Mais on n'a pas celui d'après, il faut être coté. Il a investi aux États-Unis, c'est ça le problème. Criteo est coté aux États-Unis maintenant, donc on n'a pas la chaîne. Mais les États-Unis drainent l'épargne des Européens. Donc à un moment donné, il va falloir raisonner à ça. À l'AG, on a une initiative sur les PME, parce qu'il faut absolument qu'il y ait de nouveau de la cotation. On a eu le second marché il y a 30 ans qui était très actif. On est dans le désert. Et à ce moment-là, la sortie du venture vers le private equity, puis le private equity, eh bien, ça partira à l'étranger. Moi, ça fait 20 ans que j'ai l'impression d'entendre ça. Comment orienter l'épargne des Français vers là, il faut une niche fiscale des entreprises, Anne-Sophie Alsif. Non, moi, c'est vrai que je serais plus sur cette tendance qui est quand même positive, parce que là, encore une fois, ça fait 20 ans qu'on dit ça, l'épargne improductive, etc. Mais là, on a quand même des révolutions, notamment avec l'IA, qui accélèrent. Les aspects souveraineté avec guerre commerciale, etc. Et ça. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même un réveil en Europe de se dire, voilà, toutes nos boîtes à 75% depuis 10 ans sont rachetées par les US. Peut-être qu'il faut que ça s'arrête, notamment biais interne, le vaccin, ça a été quand même la déflagration. Donc là, encore une fois, il y a une prise de conscience. C'est pour ça que je serais plus optimiste. Avant, il n'y avait même pas du tout ces débats. Aujourd'hui, on a ces débats. Et en effet, vous l'avez très bien dit, le problème, c'est vraiment le rachat de ces PME qui, dès qu'elles fonctionnent, on n'a pas le financement parce que le marché est fragmenté. Et donc, hop, notre ami américain rachète tout. Là, encore une fois, ce qu'il faut, c'est créer plus de fonds de grande taille, et il y a des initiatives européennes. Il y a encore 2-3 ans, on avait 1 ou 2 qui étaient de plus de 1 milliard. Là, on va en avoir dans 2 ans plus de 15. Donc, il faut à un moment, quand il y a des choses positives, le dire quand même. On a des entreprises et des premiers résultats. Une entreprise, je n'ai plus en tête son nom, qui faisait justement de la gestion de données pour le FBI. Les États-Unis ont voulu le racheter, et donc c'est un fonds européen qui l'a racheté, parce que justement, maintenant, on a ce fonds avec des tailles critiques. Et puis, on a quand même une décision de la Commission européenne qui veut justement créer ce marché et qui propose, aujourd'hui, c'est ouvert, aux fonds d'investissement de mettre dessus pour vraiment avoir ce fléchage. Donc, on a la prise de conscience. 2, le président de la République l'a redit à Choose France, vous allez me dire que ce sont que des annonces. On va faire l'union des marchés de capitaux. Là, je suis d'accord avec vous, ça fait 15 ans qu'on le dit. On attend. Là, voilà. On attend. Là, on voit quand même que l'Allemagne aussi un peu touchée, va investir 1000 milliards quand même sur 10 ans. Donc là aussi, on voit qu'il y a quand même aussi un petit réveil côté allemand, et on le voit avec Emmanuel Macron était en Allemagne, qui a aussi des avancées dessus. Donc on ne peut pas dire, voilà, tout est fini. Mais Elon Musk serait écartelé en place de grève avec l'histoire du $1 trillion. Non, mais ce sont quand même des hommes qui créent... Est-ce qu'on va voir un jour des entreprises européennes de 1000 milliards ? C'est pas des sœurs de la charité, les entrepreneurs de la tech. Le contexte n'est pas terrible. Christian Parizeau, est-ce qu'on verra un jour des capitalisations de 1000 milliards en Europe, comme on le voit aux États-Unis ? La capitalisation de 1000 milliards, elle se fait grâce à l'épargne des Européens. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La balance des paiements américaine est déficitaire. La balance des paiements européenne est excédentaire. Ça veut dire, en niveau macroéconomique, qu'on épargne et que les Américains ne désépargnent. Donc, attention, c'est pas un problème, c'est un problème de flux de capitaux. Et ça, on peut quand même le gérer. Et il faut plutôt se poser la question, pourquoi on a aujourd'hui l'épargne des Européens qui préfèrent s'investir sur des entreprises américaines qui sont valorisées très cher. Pourquoi ? Alors, c'est une bonne question. Parce qu'il y a un aspect profondeur des marchés,
unification des marchés. Aujourd'hui, vous avez des entreprises européennes. Aussi. Non, mais performance, elle vient de la profondeur du marché, de la liquidité du marché et du fait que les États-Unis attirent l'épargne mondiale. Si vous aviez un marché européen qui est profond, qui permet aux investisseurs de venir en masse et que vous avez Nvidia qui se cote en Europe aussi et aux États-Unis, vous inquiétez pas, il y aura des niveaux de valorisation élevés. C'est pas un problème. La valorisation élevée provient pas du fait que c'est l'entreprise Nvidia. Il provient de conditions de marché et que vous avez énormément d'épargne qui s'investit à un moment donné que sur Nvidia. C'est un peu comme demander aux Allemands pourquoi ils vont sur la Costa Brava. Ludovic de Sauté. Non, sur le rapport Atomico, là, je ressens parce qu'il y a une autre lecture aussi qui me paraît importante de souligner. Et d'ailleurs, la Cour des comptes est très en vert en ce moment parce que la Cour des comptes sort ce matin un rapport sur l'IA. C'est aussi notre foi sur les grands systèmes. Un peu d'argent public, mais c'est comme France 2030. Qu'est-ce qu'ils y connaissent à l'IA ? Non, mais c'est sur les aides vis-à-vis de l'IA. C'est-à-dire que c'est pas avec des petites poches de quelques millions aujourd'hui qu'on va se foutre dans le désert qu'on va faire pousser quoi que ce soit. Le bilan de la réindustrialisation, nada. Oui. Sur l'IA, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut ces capitaux. Il y a un deuxième point qui est très abordé dans le rapport Atomico par rapport au chef d'entreprise, et ça nous amène sur l'actualité du jour, c'est aussi la régulation européenne, et notamment en matière d'IA, puisque la Commission doit... On attend à midi la présentation d'un omnibus sur le numérique qui devrait secouer. Ça fait partie aussi de l'écosystème, c'est-à-dire que sans être dans la dérégulation absolue, aujourd'hui, comment l'Europe facilite aussi la genèse, la naissance de futurs géants de la tech avec un cadre un peu plus souple. Et oui, on dit que les États-Unis innovent quand nous réglementons. Il y a des choses très simples à faire, c'est pour ça que je pense que s'il y avait encore une fois la volonté politique, mais bon, c'est ça, à mon sens, le vrai problème de fond, c'est possible. Vous regardez en effet ces entreprises européennes qui viennent aux États-Unis, qui ont justement accès à ces financements, elles vous montrent, à la fin de leur contrat, il y a écrit quoi ? Vous devez vous coter aux US. C'est écrit noir sur blanc. Si tu signes pas ça, tu n'as pas tes fonds. Pourquoi nous, on n'a pas juste la même chose? Ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je pense que politiquement, simple réciprocité, etc. Donc, je pense qu'en effet, comme ça a été dit, il y a vraiment des choses très simples à faire qui ne demandent pas des débats philosophiques et politiques, horribles, et qui permettent d'avoir ces financements et aussi ce fléchage de l'épargne. Moi, je suis une économiste qui milite pour le retour du fameux Codévi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux livret. Voilà. On l'avait avec le livret A. Exactement. Et ce que je trouve fantastique avec ce livret, c'est que livret, déjà, les Français adorent parce que c'est très rassurant. Donc voilà, dès que vous parlez d'un produit financier, tout de suite, c'est terrible. Là, il y a le livret. Et puis derrière, on l'a vu avec Duralex, et à mon sens, c'est là aussi un vrai atout. Le grand problème que l'on a en Europe, comme on est une masse, notamment en France, très désindustrialisée, on n'a plus du tout conscience de qu'est-ce qu'on finance. On parle de produits épargne, de fonds euros. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a Duralex? Vous allez en Italie, en Allemagne, vous savez que vous avez Volkswagen, vous savez que vous avez les grandes entreprises. Et donc, ce qu'il faut faire avec ces réindustrialisations pour justement reflécher l'épargne, c'est de dire tu achètes un produit financier pour avoir une déduction fiscale. Ben non, tu vas financer l'Airbus de demain. Tu vas financer peut-être l'avion que vont prendre tes petits-enfants. Tu vas financer un projet industriel. Et pas justement un On projet. a essayé plusieurs fois quand même, mais enfin, ça a marché. Guillaume Dard. Qu'est-ce qu'on dit du côté de l'Association française de gestion financière sur ce point? Les Français ne veulent pas investir. Alors, c'est une très bonne idée. Le mot livret est important. D'ailleurs, ça avait été évoqué par Barnier sur le livret industrie. Tout à fait. Deux, il faut en même temps ne pas être schizophrène. C'est-à-dire que si on inclut les actions dans la fortune improductive, si on inclut... Ce n'est pas le cas pour l'instant, on a mis l'assurance vie en euros. On ne sait pas bien, c'est pas très clair, il n'y a pas de décret. C'est clair quand même. On ne sait pas, parce que... Et alors, d'ailleurs, du coup, si on met en euros, les assureurs mettent effectivement dans leurs fonds en euros principalement des obligations, mais il y a aussi des actions. Elles financent aussi des entreprises. Mais oui, elles les financent d'abord en termes de crédit, et même en termes d'actions, de fonds propres. Il y a X% des fonds euros qui sont dans les actions. Donc, c'est ça devient des unités de compte. Ça investit en Europe. Oui, et ça investit en Europe. Non, mais pas dans les unités de compte. Le fonds euro, un assureur, il fait un fonds euro. Il y place essentiellement des obligations pour assurer une rentabilité minimum parce qu'il doit garantir ce capital et que les obligations sont un peu moins risquées effectivement que les actions. Mais heureusement, il y met des actions. Il y a des poches actions pour le rendement. Autrefois d'ailleurs, avant la grande crise, ça c'est un effet de la réglementation de Solvency, avant il en mettait 25%. Et là, ça fait partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles l'Europe s'est effondrée, les marchés de capitaux, puisque les poches les plus profondes, c'est-à-dire encore une fois la régulation, la ne sont pas assez investies en actions. Mais si on lui dit en plus que tout ça va être taxé, ça fera, par exemple quand il y a eu l'initiative Tibi,
les souscriptions des assurances, elles sont venues d'où? Du fonds euro. Donc, cette espèce de mensonge permanent en disant c'est improductif si ça n'est pas une boulangerie, c'est insupportable. Oui, mais on dit ça parce qu'on n'a pas de plan et on n'a pas de vision. Donc comme voilà, politiquement on n'a pas eu la taxe Zuckman, on a pris ceux qui étaient là, on leur a dit oh là là, vous allez être taxés, alors qu'on ne sait même pas. Vous avez énormément de politiques qui ne savent même pas ce que finance le fonds euro, qui ne savent pas qu'il finance 75%, que c'est réinvesti en Europe, que ça finance majoritairement des entreprises. Personne ne le sait. On espère qu'ils écoutent les experts de temps en temps. C'est ça le sujet. Mais le grand sujet, encore une fois, je reviens sur qu'est-ce qu'on finance. On aime, on pas Elon Musk, etc. Vous dites Elon Musk, vous pensez à Tesla. Vous allez en Allemagne, vous pensez industrie, vous pensez Volkswagen. Nous, qu'est-ce qu'on a en France là-dessus? Donc, on a un travail énorme à faire. Hermès, on le voit avec Duralex, ça marche. On a de très bonnes entreprises. Mais au lieu de dire vous allez financer un produit financier, vous financez ces entreprises et vous financez du productif. Et là, vous parliez des personnes qui sont plus âgées. Énormément voudraient financer ça. Il n'y a absolument aucun problème. Il y a vraiment énormément de candidats. On l'a vu, Duralex a levé 1 million en moins de 5 minutes. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, pourquoi on ne le fait pas? Sur des petites... Oui, il y a un affectio societatis énorme avec Duralex. On sait que les Français sont plutôt prudents et conservateurs en termes d'épargne, non, Christian Parizeau? Ça a toujours été compliqué, non? Oui, ça a été compliqué, mais encore une fois, je pense que le nerf du problème, c'est qu'on est sur des marchés qui sont hétérogènes, avec des réglementations qui ne sont pas unifiées. C'est-à-dire qu'aux États-Unis... C'est la question du 28e régime européen qui arrive aussi. Est-ce que ça va aider ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une réglementation européenne qui est très sévère, qui veut protéger le consommateur. Moi, je parle purement sur la partie financière. Je suis d'accord, on peut faire une réglementation sévère qui protège le consommateur, mais face à ça, on n'a pas les économies d'échelle. Et c'est ça tout le problème qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que comme on est sur un marché qui est fragmenté, on ne peut pas aujourd'hui offrir de la liquidité aux investisseurs. Et ça, à mon avis, on en parle, mais va falloir un moment qu'on crée une bourse européenne avec une réglementation européenne, une autorité européenne, et il va falloir que les États lâchent un peu là-dessus et acceptent ça. Parce que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est encore une fois la liquidité. Quand vous allez sur des small caps aujourd'hui, pourquoi? C'est très difficile de ressortir. Vous avez plein d'investisseurs qui se sont fait piéger parce qu'il n'y avait pas la liquidité sur ces marchés. Donc derrière, vous introduisez votre petite valeur, il n'y a pas de liquidité, donc personne n'a envie d'y aller, la valorisation ne monte pas, et du coup, qu'est-ce que fait la société? Elle se retire de la cote. Et donc finalement, vous avez tué le marché des petites et moyennes entreprises. Et derrière, après, on s'étonne que dans le CAC 40, il n'y a pas de renouvellement, qu'on n'est pas sur des nouvelles sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le petite entreprise qui a pu se faire coter, qui a pu après aller en progressant dans le CAC 40. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est d'abord, faisons un marché de capitaux unifié européen. Et on aura après l'épargne qui viendra. Sauf que, avant de faire des supports d'épargne, il faut avoir aussi le marché qui va avec. Sauf qu'il y a aussi des acteurs sur ces marchés. L'industrie de la gestion européenne, elle pesait en 2007 à peu près le même poids que l'industrie de la gestion américaine. L'industrie de la gestion américaine pèse maintenant 80% versus 20% pour l'Europe. Vous voyez bien, je ne vais pas citer de nom, toutes les méga entreprises européennes de gestion qui sont sur le marché européen. Et qu'est-ce qu'ils ont vendu? Effectivement, ils ont vendu des fonds à majorité américaine. Pas que, ils ont aussi des fonds européens. Et donc, comme avec la réglementation, il y a une attrition de l'industrie de la gestion européenne, parce que dans le cadre de toutes les mesures qui ont été prises, à juste titre dans certains cas, mais de façon exagérée à l'européenne, sur les entreprises de la gestion européenne, vont faire que c'est des Américains qui vont avoir bientôt la majorité du marché européen. Et ils vont vendre essentiellement des produits américains. Les Américains, je voudrais si on a fait la fusion de l'épargne. Je voudrais il nous reste moins de 10 minutes pour le dernier sujet. Je voudrais qu'on aille du côté de l'économie américaine avec vous, Christian Parizeau aussi. On voit que Wall Street a secoué ces dernières semaines. Faut-il s'inquiéter de l'économie américaine ? Alors oui, sur l'économie, très clairement. Pourquoi? Parce qu'on a une croissance très déséquilibrée. On a une croissance qui est solide, mais déséquilibrée dans le sens qu'il y a des secteurs qui vont très bien, des secteurs qui vont très mal. Il y a un secteur qui porte un peu tout, non? Voilà, c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que ce qui fait la force et la faiblesse des États-Unis aujourd'hui, c'est ces investissements massifs dans l'intelligence artificielle. C'est une force parce que c'est de la croissance. Ça devient une faiblesse parce qu'aujourd'hui, on sent qu'aux États-Unis, ça a fait augmenter les prix de l'électricité dans les régions. Il faut bien savoir
savoir, c'est c'est le sud des États-Unis qui profite énormément des constructions des data centers. Il y a à peu près 48% des data centers qui sont que concentrés dans une partie des États-Unis, plutôt dans le sud des États-Unis, que ça a fait flamber de plus de 20% les prix d'électricité localement où on installe un data center, et qu'aujourd'hui les politiques américains sont même en train de geler les brevets, les autorisations pour construire de nouveaux data centers parce qu'ils voient que la population ne l'accepte de moins en moins. Donc ça pose un vrai problème déjà sur le rythme de croissance. Aujourd'hui, ce qui est sanctionné à Wall Street, c'est pas le fait qu'il n'y a pas de la demande, c'est pas le fait qu'ils n'ont pas des carnets de commandes. Ce qui est sanctionné, c'est l'exécution et le vrai risque aujourd'hui, c'est pas que Nvidia vende pas des puces, ils ont vendu pour les 2 prochaines années. Oui. Le risque, c'est qu'ils n'arrivent pas à produire suffisamment, que derrière les data centers, dont le coût a flambé, véritablement, plus 78% sur un an du coût d'un data center. Donc le coût flambe, et donc derrière, on risque de rater, on risque de pas construire aussi rapidement qu'on le veut ces data centers, et derrière, ça va ralentir. Mais ça, c'est plus un problème d'excès de demande qui déséquilibre. Et puis derrière, on a plein d'entreprises qui, elles, subissent finalement le consommateur américain qui est anxieux, qui voit que le marché du travail est beaucoup moins porteur parce que l'IA ne crée pas d'emploi, on crée ou très peu par rapport à ce qu'elle génère. Et dernière chose, on a un consommateur américain qui est vraiment tire vers le bas sa consommation. Donc il y a quelques Américains qui ont des hauts salaires, qui ont des fortes croissances, et on a un ralentissement des salaires pour les ménages qui ont des revenus les plus faibles. Donc on est bien en cas. Et le problème, c'est que la barre du bas du cas risque d'entraîner ce qui est en haut à terme, et ça est une vraie élément de fragilité. Et donc je dirais que oui, les États-Unis ont profité de l'IA, mais attention à avoir finalement que ce secteur qui se porte bien. À terme, ça peut être un effet de balancier qui peut être négatif. On est dans le flou du côté des statistiques en plus, avec ce shutdown du soir des États-Unis. Non, mais il y a deux éléments. Il y a deux éléments. Christian a très bien décrit le panorama autour de l'IA et de la consommation américaine. On ne sait pas très bien s'il va y avoir ou pas de l'inflation aux États-Unis. Comme vous l'avez dit, Raphaël, parce qu'on n'a pas ces statistiques, toutes les théories sont possibles, l'inflation va être absorbée par les distributeurs, par les producteurs. On n'a rien sur l'inflation pour l'instant. Mais quand même, on voudrait que les taux baissent. Enfin, surtout quelqu'un qui s'appelle Donald Trump met une certaine pression sur Jay Powell pour qu'il baisse. On a cru, le marché a cru il y a 1 mois et demi que Jay Powell allait baisser 2 fois de suite les taux d'intérêt. Et les taux sont élevés aux États-Unis. Là, Trump n'a pas complètement tort. C'est-à-dire que le taux sur les cartes de crédit aux États-Unis, c'est 20%. Sur les mortgages, c'est 6-7%. Donc, le fait que le marché étant à un prix très élevé, avec toutes les inconnues qui ont été parfaitement décrites par Christian, fait qu'il est fragile potentiellement. Et il attend la bonne nouvelle de la baisse des taux. Et si on ne l'a pas, là, on a un risque d'accentuation de ces mauvaises tendances. Mais on est à 50-50 sur les prédictions. Donc, n'enterrons pas tout de suite Wall Street, parce que quand on voit la longueur du run tel qu'il est, il n'est pas très long par rapport à l'ensemble des séries de grands bull market qu'on a connus aux États-Unis. Mais c'est pour ça que, juste un petit mot, c'est pour ça qu'au sein de la Banque centrale américaine, on est très divisé. Parce qu'il y a ceux qui regardent la barre du haut du cas et disent tout va bien, il n'y a aucun problème, l'économie est solide, et ceux qui regardent la barre du bas disent mais ça ne se passe pas bien au niveau des consommateurs américains. Et quand le consommateur américain va mal, on n'est pas très optimiste pour l'économie américaine, généralement. Donc là, on baisse les taux. Donc on baisse les taux. Et donc là, on voit qu'il y a une vraie divergence entre les membres, et ça explique pourquoi aussi on est en incertitude monétaire derrière. Donc c'est un peu le paradoxe. Et par contre, on a quand même un petit indicateur. On a les recettes fiscales qui explosent au niveau des taxes, l'impôt. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on sait comment impact fiscale sur l'impôt sur les sociétés qui lui est en contraction de près de 10% sur un an. Qu'est-ce que ça dit Ça veut dire qu'aujourd'hui, les taxes, certes, augmentent de 38%, mais les impôts sur les sociétés diminuent de 10%. Ça veut dire que ce sont les marges des entreprises qui payent aujourd'hui les droits de douane de M. Trump. Ce n'est pas un problème d'inflation, c'est un problème de marge d'entreprise. Le problème, c'est que Wall Street a très bien compris ça. On ne va pas investir sur du Procter & Gamble, on ne va pas investir sur du Colgate, on ne va pas investir sur les sociétés Coca-Cola ou Pepsi, mais on va investir sur Nvidia parce que là, on est dans un autre monde. Mais à un moment donné,
mais on va être rattrapé. On va être rattrapé par ce noyau dur de l'économie américaine. Et ça rend tout le monde nerveux. Alors, on voudrait bien une baisse des taux, parce que qui dit baisse des taux, ça joue sur la valorisation des valeurs de croissance et ça joue sur la valorisation de Nvidia. Ça redonnerait du souffle, parce qu'on a atteint la limite, mais on n'ira pas pour autant investir sur du Coca-Cola. Et on l'a vu que les rotations sectorielles sont vite bloquées à cause de ça. Va valider les taxes de Trump. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça qui est un facteur de risque. Quand est-ce qu'on a la réponse? C'est bientôt, c'est novembre, janvier. Janvier a priori. En janvier. Bon, j'allais vous poser la question sur l'impact des droits de douane, mais donc Anne-Sophie Alsif, c'est pas le consommateur qui paye encore. Ce que vous nous dites, Christian Parizeau, c'est que c'est les marges des entreprises. On l'a vu déjà, c'est les marges des entreprises, et puis on l'a vu, c'est vrai que Donald Trump au moins avait annoncé des droits de douane. Donc l'année dernière, novembre, décembre 24, on a vraiment une explosion des exports vers les US, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un phénomène de surstockage. Et c'est vrai que cette année, qui a porté d'ailleurs la croissance européenne. Exactement. On a beaucoup exporté au premier trimestre. On est vraiment dans une variation des stocks qui explique pourquoi on n'a pas encore cette inflation qui explose. Même dans les prévisions, on l'a vu à Jackson Hole cet été, on n'est pas du tout dans des scénarios d'explosion d'inflation en raison des droits de douane. Alors bien évidemment, ils sont aussi dans leur rôle, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que par rapport à ce qu'on avait dit en avril, récession US et explosion de l'inflation, on n'est pas du tout pour l'instant là-dedans. Donc, s'il va faire. Alors, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est par rapport aux droits de douane, ce qu'on attendait, c'était quand même un raout d'investissement industriel aux États-Unis. Ça avait été commencé avec l'IRA, bien sûr. Là, c'était tout le pari de Biden. Tout le monde vient investir et relocaliser sa production. Et donc, en fait, grâce à ça, ça va créer de la valeur, etc. Là, on voit qu'on n'y est en plus pas du tout dans ce qui était envisagé. On a eu beaucoup d'annonces, mais dans les faits, et on voit même des entreprises qui ont été localisées pour l'instant. Affaire à suivre. C'est inquiétant, les États-Unis, mais moins que la France. Ce sera le mot de la fin de Guillaume Dard. Merci à tous les quatre.